En janvier de cette année, aux premières heures du matin, 3 explosions ont secoué des quartiers de Caracas. Des aéronefs volant à basse altitude ont survolé la capitale vénézuélienne, tandis que des forces spéciales américaines menaient une opération directe contre une résidence fortement protégée au centre politique. Nicolas Maduro et son épouse ont été extraits des lieux et transportés aux États-Unis pour répondre à des accusations liées au trafic international de drogue. Cette action n'est pas survenue soudainement. Elle faisait partie d'une campagne plus large que les États-Unis menaient dans la région depuis l'année précédente. Elle était axée sur la lutte contre les réseaux de trafic de drogue et le crime organisé transnational. Maintenant, cette même logique de réponse est appliquée à 2 des plus grands groupes narcoterroristes du Brésil et d'Amérique latine. Le Primeiro Comando da Capital, PCC, et le Comando Vermelho, CV, contrôlant de vastes zones urbaines à São Paulo et à Rio de Janeiro. Ils dominent le système pénitentiaire dans plusieurs États, exercent une influence sur la politique du pays et maintiennent des routes de trafic qui traversent les frontières. Leurs tentacules atteignent les pays voisins et alimentent même les marchés en Europe et aux États-Unis. Ces dernières années, ces groupes ont étendu leurs opérations de trafic de cocaïne, d'armes et d'autres activités illicites. Avec une structure quasi militaire, des armes lourdes, des communications cryptées, des blindages, des gilets pare-balles et la capacité d'affronter les forces de sécurité locales lors d'affrontements prolongés. Les États-Unis observent cela avec une attention croissante. Le flux de drogue qui part d'Amérique du Sud et arrive sur le marché américain, ajouté à la violence associée à ces réseaux, commence à être traité à Washington comme une question de sécurité nationale. En 2025, avec le retour de Donald Trump à la présidence, l'approche a clairement changé. Au lieu de traiter ces groupes simplement comme des organisations criminelles ordinaires, le gouvernement américain a commencé à les qualifier en vertu de la législation antiterroriste. Des cartels mexicains avaient déjà été désignés de cette manière. Le Tren de Aragua, d'origine vénézuélienne, a également été classé ainsi. L'étape suivante a été d'inclure le PCC et le Comando Vermelho. À la fin du mois de mai de cette année, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé la désignation officielle. D'abord comme terroristes mondiaux spécialement désignés, puis à partir du 5 juin comme organisations terroristes étrangères. La justification avancée a été directe. Les 2 groupes sont responsables d'attaques brutales contre des policiers, des autorités et des civils. Ils commandent compte des milliers de membres et maintiennent des réseaux illicites qui menacent la sécurité américaine. La mesure permet le gel des avoirs, l'interdiction de transactions financières avec toute personne ou entreprise liée à eux et ouvre des moyens juridiques de réponse plus étendus. Si vous souhaitez accéder à des analyses de plus approfondies et à des contenus exclusifs, comme des vidéos, des shorts et des lives qui ne sont pas publiquement disponibles ici, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 RR par mois. Au Brésil, la réaction a été un fort rejet de la part du gouvernement fédéral. Les autorités ont soutenu que les factions, malgré leur extrême violence, ne correspondent pas à la définition juridique brésilienne du terrorisme, qui exige une motivation politique ou idéologique spécifique. Il y a eu des critiques concernant l'unilatéralité de la décision américaine et une inquiétude quant aux effets secondaires sur les citoyens et entreprises brésiliens qui pourraient être associés, même indirectement, à ces organisations. Les premières sanctions concrètes sont tombées peu après. Le 1er juillet, le département du Trésor américain a visé des individus et des entreprises brésiliens accusés de blanchiment d'argent et liés au PCC. Le blocage des actifs et les restrictions financières ont commencé à apparaître dans la pratique. Pendant ce temps, dans le contexte régional, les Américains montraient déjà leur volonté de mener des actions directes. Ces actions montrent le modèle que Washington a commencé à adopter contre les cibles liées au trafic de drogue. Combinaison de surveillance avancée, d'attaques de précision et, lorsque cela est nécessaire, d'opérations terrestres ciblées menées par des unités d'élite. C'est dans ce contexte que surgit la préoccupation la plus grave pour le Brésil. Dans un document officiel envoyé à la Chambre des députés,
Le ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a reconnu publiquement les risques découlant de la classification américaine. La réponse de l'Itamaraty a été claire. La désignation unilatérale peut être invoquée comme justification pour des actions extraterritoriales contre des institutions brésiliennes, en particulier dans les domaines financiers, migratoires et pénals. Et, de façon explicite, le document mentionne le risque d'utilisation de la force militaire américaine contre le territoire national souverain. Des spécialistes en sécurité internationale analysent comment cela pourrait se matérialiser dans la pratique. Il ne s'agit pas, selon la majorité, d'une invasion à grande échelle comme celle du passé. Le Brésil est une démocratie avec des forces armées consolidées, structurées et un territoire continental. Une opération conventionnelle d'occupation entraînerait des coûts politiques et militaires extrêmement élevés pour Washington. Ce que nous pouvons constater de cette préoccupation actuelle du gouvernement brésilien, c'est qu'il considère plus plausible des actions limitées et ciblées, inspirées de ce qui a déjà été fait au Venezuela et dans d'autres contextes de lutte contre le terrorisme, comme en Équateur. Des attaques de drones contre des installations ou des embarcations utilisées par ces groupes dans les zones frontalières, en particulier dans la région. Opération et forces spéciales pour neutraliser les dirigeants de haut niveau. Opération pour interrompre des flux logistiques spécifiques. Action de renseignement clandestine pour cartographier et démanteler les réseaux financiers et de commandement. La désignation comme organisation terroriste étrangère constitue la base légale interne américaine pour ce type de réponse, sans nécessiter d'une autorisation formelle du gouvernement américain. Le précédent vénézuélien est le plus récent et le plus concret. Après la désignation de groupes liés au régime de Maduro, il y a eu des attaques contre des navires, puis des drones sur le sol vénézuélien et enfin l'opération de capture directe. Dans le cas brésilien, les défis seraient différents. Le PCC et le CV concentrent une grande partie de leur pouvoir dans les favelas densément peuplées des grandes villes. Toute action cinétique en milieu urbain comporte un risque élevé de pertes collatérales et une escalade immédiate. Les factions disposent d'armements militaires acquis au fil des décennies, d'une capacité de mobilisation rapide et d'un contrôle territorial dans certaines zones. Une réponse brésilienne, l'opération de capture directe. Le PCC concentre une partie sur une capture directe, le et en direct, et transformer un incident localisé en une crise diplomatique et militaire d'une ampleur incontrôlable. Pour en savoir plus sur ce à quoi s'attendre d'une possible action américaine ici au Brésil, vous pouvez regarder cette vidéo complète. Devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 réés et 99 centimes par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Maintenant, je veux connaître votre avis. Comment évaluez-vous la capacité du Brésil à répondre à ce nouveau niveau de pression extérieure sans compromettre sa souveraineté? Votre point de vue contribue à enrichir la discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.